Bref, il y a 2 ans, Yannick nous dit. Et si on emmenait des élèves de 3 bassins à Hawaï en 2018 ? Hein ? Ah ouais ? On lui dit, Chiche. le bout du monde. 22 000 km. Il y avait plus simple quand même. Je dis à mes élèves. Bon, il nous faut beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous proposez? Et pourquoi pas une vente de gâteaux? On pourrait faire un dîner dansant? Et monsieur, pourquoi on ferait pas passer la quête à la messe? Il y a une brocante dimanche prochain, pourquoi on n'irait pas vendre les gâteaux que Corentin a proposés? On pourrait organiser un lotokin. On pourrait faire des ensachages. La vente des gâteaux est une réussite. On se réunit des centaines de fois pour faire avancer le projet. On organise un lotokin pour augmenter notre cagnotte. 40. Le lotokin est gagné par l'un des profs accompagnateurs. C'est gênant, le prix des billets d'avion varie, ça devient un vrai casse-tête. Yannick nous dit. Ça va le faire. On finit par trouver la bonne agence. Yeah, we have a group of On fait nos 27. réservations d'hébergement au camp militaire. Passons aux actualités étrangères. À Hawaï, le Kilauea vient à nouveau d'entrer en éruption. Waouh, cool! Oui, mais c'est l'éruption du siècle et ça retarde le voyage de 6 mois. Oh non, pas cool! Du coup, on perd toutes nos réservations au camp militaire. Yannick nous dit. Ça va le faire. L'éruption s'arrête, on reprend les préparatifs du voyage. Le camp militaire ne peut plus nous prendre que 5 jours. Nous trouvons un autre hébergement qui s'aligne sur le même tarif, cela règle le problème de l'hébergement. I am proud to shut down the government for border security. Le shutdown le plus long des États-Unis coupe le contact avec les Américains. Merci Donald. Ça va le faire. Les demandes de sponsoring rejetées s'enchaînent. Yannick nous dit. Ça va le faire. Yeah. Après un mois, le Yes, shutdown you est can levé include et nous it. retrouvons nos Américains. Okay. We just wait for the price. Nous obtenons la bourse du rectorat pour les projets internationaux, l'aide du parc national, l'aide de la mairie, l'aide de la région, l'aide du département. J'annonce aux élèves. C'est bon, on part à Hawaï! On obtient enfin un beau sponsor avant le départ, l'aéroport. Fallait y penser. De nouvelles actions des Gilets jaunes font planer le doute sur le départ. On arrive finalement sans encombre à l'aéroport. Bref, on part à Hawaï. Alors, le parc national de la Réunion est né il y a 10 ans. Il a réussi à se classer dans les 3 premières années au patrimoine mondial. Et le collège et le lycée de Trois-Bassins travaillent déjà avec le parc national depuis le début. Et donc, ces 2 établissements de Trois-Bassins échangent, font un certain nombre de projets pédagogiques avec le parc national. Lorsqu'on a pris l'option parc national, c'était vraiment pour découvrir notre île. Moi, quand j'ai pris l'option parc national, c'était pour faire des sorties. Parce que j'avais pas envie de rester en cours toute l'année, j'avais envie que ce soit une année un peu particulière, c'était ma dernière année, c'était mes 2 dernières années, donc j'avais envie de faire des sorties. J'ai voulu faire l'option PAC parce que j'ai vu que Monsieur Douce avait dit comme ça que, ouais, avec d'autres élèves, ils étaient partis quelque part dormir 2 jours. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, ça va être bien, on va pas avoir quoi si on fait ça. Moi, au début, lorsque j'ai choisi l'option parc, c'est surtout parce qu'on avait dit qu'on allait apprendre un peu plus sur la culture de la Réunion, sur le volcan, la biodiversité, tout ça. Donc tout ça, ça m'intéressait parce que je voulais découvrir un petit peu plus l'île. Hawaï étant un parc national avec lequel on avait déjà tissé quelques liens, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO également, il était naturel qu'on ait des liens avec ce parc national, puisqu'on recherche des liens entre les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et il y a eu une mission en 2015 qui a permis de signer une convention entre les 2 parcs, donc sur Hawaï,
Et dès cette première mission, avec le président du Parc national de la Réunion, Daniel Gontier, on avait pensé aller voir les deux établissements et leur proposer un partenariat qui permette d'envoyer des élèves sur Hawaï. Quand il nous a proposé, au retour d'une de ses missions, de partir, c'est une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. La première réaction, c'est de dire oui, puisque ma première pensée, c'est que c'est un voyage qui ne peut pas se faire, donc ça ne fait pas de mal de dire oui. C'est sûr, ça paraît incroyable, ça paraît infaisable, mais refuser une proposition de faire un voyage scientifique avec des élèves à Hawaï, ça ne se refuse pas. On s'est dit, allez, on tente l'aventure, on y va. Et puis on s'est dit, on va mettre plus de temps, on va bien construire, on va bien collecter les fonds comme il faut, mais on y va. Et après, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait un voyage à Hawaï. Au début, comme moi, mes parents, ils y croyaient pas du tout. Ils pensaient que c'était une stratégie pour que les professeurs de 3e nous gardent dans l'option. Ils ont fait ça pour nous faire prendre l'option, ça c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est comme tout le monde. Tout le monde disait que non, c'est pas possible, c'est impossible que ça se passe. Au début, on pensait que c'était un projet fou, déjà d'aller à Hawaï parce que c'est loin. On pensait déjà pas aller à Hawaï dans notre vie, encore moins avec l'école. Et avant le voyage, on était très enthousiastes. Dans les travaux, on se mettait à fond, on donnait tout. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à devenir sérieux, qu'on commençait à faire des actions... Les ensachages et tout. À chaque fois, on nous disait c'était prêt à 20%, à 50%, à 80%. Là, j'ai commencé à croire et ça s'est réalisé. Et au final, on nous a dit c'est 100% sûr qu'on y aille. Et ce rêve devenait enfin réalité. On était tous heureux et on n'attendait que ça. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu, et de jeunes Trois-Bassinois vont pouvoir s'en rendre compte avec une aventure extraordinaire. Réunion, Paris, San Francisco, Hawaï, 22 000 km au total. Un sacré voyage pour 15 élèves de 3e de Trois-Bassins, donc, et 12 de première du lycée. Ils s'envoleront le 4 mars pour 2 semaines. Il y a maintenant 10 ans que le collège a créé une option Parc national. Quand on a posé le pied à Paris, on a vu un autre pays, on a compris qu'on était loin de chez nous et qu'on allait aller encore plus loin. Donc c'était vraiment un déclic. Quand je suis arrivé à Paris, il y a eu un petit problème. Alors mon autorisation sortie du territoire n'était pas valable car j'ai imprimé la mauvaise carte d'identité. Parce que c'est ma mère qui a rempli le document et j'ai imprimé la carte d'identité de mon père. Mais du coup, ils m'ont bloqué. Mais du coup, là, c'est le stress total, c'est la panique totale. Car si les gardes là-bas passaient pas sur cette action, je restais à Paris. Mais comme c'était un voyage en groupe, ils ont laissé et m'ont laissé passer du coup. Lorsqu'on est passé au-dessus de l'Angleterre, l'Écosse, ça, on a eu beaucoup de paysages montagneux de ça. Paysages, surtout ceux du Groenland, ils ont été incroyables. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était la première fois que je voyais la neige, même si je ne pouvais pas la toucher, c'était la première fois que je voyais réellement la neige. Et même si c'était à des kilomètres d'altitude, c'était magnifique à voir. Les paysages étaient beaux, on peut l'admettre, mais dans l'avion, les fenêtres, elles étaient teintées en mauve. Et du coup, pour voir le vrai paysage, on ne pouvait pas. Il y avait une fenêtre qui n'était pas teintée et tout le monde était à côté de cette fenêtre-là. Pour vous dire, c'était vraiment dur déjà de voir le Groenland. Oh, c'est la première fois qu'on voit la neige, ouais, mais j'ai pas envie de la voir teintée, tu vois, je veux vraiment la voir. Une fois arrivé à San Francisco, on a eu peur, on était stressé par la douane. À l'aéroport de San Francisco, je me suis fait crier dessus par un Chinois. Avec l'histoire de la ligne jaune que Yannick nous a raconté, il fallait pas dépasser. On était comme des robots, on avait peur de se faire attraper par la police américaine. Parce qu'ils étaient
strict, mais vraiment strict, genre les questions qu'ils nous posaient et tout, on dirait que pour nous, il fallait prendre au sérieux, mais ils étaient très sérieux, genre est-ce qu'on a déjà fait un attentat? C'était vraiment quelque chose. Surtout que moi et une amie, Camille, avons été sélectionnés pour une fouille plus approfondie de mes bagages, où là on m'a demandé de retirer toutes mes chaussures, tous mes bijoux, tout ce que j'avais sur moi, et de dévider tous mes sacs dans des bacs spéciaux. Et là ils ont commencé à prendre mes doigts, à récupérer mes empreintes, à voir s'il y avait des correspondances avec tout ce que j'avais dans mon sac. Les douaniers me passaient comme des étiquettes sur les doigts pour voir si j'avais de la drogue sur moi. Alors que toute la classe était déjà presque dans l'avion, il y avait moi, Monsieur Douce et Camille. Nous étions en train d'attendre, qu'est-ce qu'ils veulent. On était vraiment stressés avec plein d'Américains derrière qui parlaient vite, on comprenait pas avec le stress. Et c'était des questions en anglais surtout. Du coup, fallait traduire, comprendre et ensuite répondre aussi en anglais pour qu'eux ils nous comprennent. Et c'était pas facile pour tout le monde. Et ils me demandaient des choses que je devais les forcer à répéter plusieurs fois et je trouve que ça les agaçait beaucoup. Merci Jannick. Merci Jannick. Premier pied posé à Hawaï, j'étais dépaysé. Enfin, on est arrivé à Hawaï. C'était quelque chose, tout le monde se regardait, dans les regards on comprenait, on y est, on est à Hawaï, on va voir pour la première fois l'île dont tout le monde rêve d'aller à Hawaï, et nous on y était. Alors moi j'ai adoré l'arrivée, genre j'étais VIP, on descendait de l'avion, c'était trop bien. Moi j'ai vraiment pris ça pour un jet privé quoi. On descend, on est sur la piste directement, on voit un tout petit avion, on se retourne, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a juste un peu nous et notre groupe. C'était magnifique parce qu'on arrivait dans un aéroport qui était complètement différent de tout ce qu'on avait vu avant. Des aéroports en béton, on en voit de partout, Paris, San Francisco, Réunion ou même ailleurs. Mais là, c'était un aéroport en bois. On voit plein de petits cabanons comme des îlots, comme un grand hôtel en fait. Avec des cocotiers, des gens, avec des petites boutiques, c'était vraiment très convivial. Je suis entré dedans, tu étais vraiment bien accueilli avec le Aloha. Là on s'est vraiment rendu compte qu'on était à Hawaï. Moi personnellement c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment partie de la Réunion, que j'étais plus chez moi, qu'il n'y avait plus mes parents et que du coup j'étais entourée que de mes camarades. On essaye de trouver un petit contact avec la Réunion, on a fait un direct sur Instagram, il y avait presque personne de réveillé avec le décalage horaire, on était un peu dépaysés, on comprenait pas à quelle heure il était et tout. Après on a pris le bus pour aller à Pala. Quand on est rentré dans le bus, les fenêtres ne s'ouvraient pas, il n'y avait pas de ceinture. Et le bus, il commence à démarrer et on voit, il y a zéro lumière. Il y a juste une lumière rouge derrière comme ça. Petite lumière rouge dans le bus, du coup on avait un peu peur. Surtout avec notre esprit et notre imagination très développée. Avec une musique de fond, ça faisait très peur. Ça ressemblait au film d'horreur quand ça commençait. Quand on est arrivé dans cette maison, on a visité un petit peu. C'était une belle maison vu de l'intérieur, il y avait un immense jardin. On est allé un petit peu dans le jardin de nuit, on ne voyait pas à 10 mètres tellement la nuit était profonde. Et quand on est rentré, on a vu une chambre remplie de poupées de cire vieilles de je sais pas combien d'années. Il y avait des vieux objets, les gens qui nous accueillaient étaient fatigués vu qu'il était tard, donc ils étaient potentiellement de mauvaise humeur. Et c'était assez particulier, on pensait tous que la maison était hantée. On a découvert une chambre où il y avait plein de poupées lucubres et ça nous faisait vraiment peur, on avait peur de dormir le soir.
C'était la maison parfaite pour un film d'horreur au début. Et du coup, ça a un peu effrayé tout le monde, mais moi, ça m'a pas préoccupé car j'étais fatigué. Et s'il fallait dormir, ben fallait dormir. On a séparé le groupe en deux. Les lycéens ils sont partis dans un côté et nous on est restés dans la grande maison. C'est que quand on est arrivé pour la première fois à Paala, donc c'est une super maison avec du parquet, des objets d'art un petit peu partout. Vraiment, c'est très très beau. On s'attendait à être mis dans des dortoirs. Nous, on n'avait pas vu à l'époque, en 2015, ce qui existait autour de la maison. On était arrivé de nuit, on est reparti de jour, mais on n'avait pas vu ça. Et il se trouve qu'à l'arrivée, une partie du groupe est entrée dans la maison et que là, Julia nous a dit, voilà, allez-y, vous avez 7 chambres, répartissez-vous dans les chambres. Il y avait un immense escalier qu'on pouvait monter. Et là, faut imaginer que les gamins, ils ont dormi dans des lits à baldaquin, dans des chambres avec des objets de collection, avec du parquet de bois à l'ancienne, une maison vraiment dans son jus, quoi. Donc quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'accueil et de l'ambiance de cette maison. Et en fait, il n'y a pas assez de place pour tous les élèves. Donc la dame, elle nous dit, pour les lycéens, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans une petite maison à part. Effectivement, on y va. Alors, il y avait tout, il y avait tout ce qu'il fallait, mais au niveau confort, au niveau beauté et tout, ça n'avait rien à voir. Donc je me suis dit, voilà, les lycéens, ils vont être déçus, quoi. Et puis je leur dis, bon, on s'installe là et tout, et puis je leur dis, bon, vous savez, on va revenir ici, on va voyager, on va aller dans un autre endroit, mais après on revient au même endroit. Et donc ce qu'on fera, c'est qu'on échangera. Nous, on aura dans la belle maison, puis les collégiens, ils viendront ici. Et alors là, j'étais très surpris, les élèves, ils me disent, ah mais jamais on veut ça. Ils s'étaient complètement appropriés les lieux, ils étaient super bien ensemble, en groupe, dans leur petite maison, et ils voulaient plus changer, ils voulaient plus déménager d'ici, ils étaient trop contents ensemble. On a essayé de caser tout le monde dans le salon, et moi je trouvais que c'était plutôt convivial, puisqu'on se retrouvait le soir, on dormir et on discutait. Tout le monde était content de trouver des lits, une douche, parce que ça faisait pratiquement 2 jours qu'on ne s'était pas douché et lavé, donc tout le monde était content d'arriver dans la maison pour pouvoir se reposer. Et quand on arrivait tard, on s'est pas du tout couché tôt. Enfin, on s'est couché vers 3h du matin, comme ça, pour se réveiller un peu plus tôt le lendemain. Sachant que nous, dans notre chambre, presque personne s'était lavé, s'était déjà douché. Et du coup, on a dû attendre vraiment longtemps avant de pouvoir dormir. Par contre, quand on s'est réveillé le lendemain, on a tout de suite changé d'avis. Là, on a pu voir une grande maison en bois, un jardin immense, bien coupé, des vieux kiosques dans les jardins. Et là, on découvre un immense jardin avec plein de gazon, des petites tables dehors. Du coup, on s'assoit, on s'installe. Et c'était vraiment paradisiaque en fait, parce qu'on prend notre petit déjeuner, en plus il y a du soleil, il fait chaud et tout. Et là, au début, on se demande, mais pourquoi ils nous ont demandé d'emmener des vêtements d'hiver? Il y avait aussi un piano. Il y avait pratiquement que Margot qui savait jouer au début. Nous, on était autour, on l'a regardé. Même ceux qui ne savaient pas en jouer, comme moi, j'ai essayé. Et c'était juste magnifique d'apprendre tout ça. Ah là. C'était comme une sorte de ruche d'abeilles, chacun faisait les choses en fonction de l'autre. Il y avait un groupe dont je faisais partie avec Cassie qui était parti faire les courses. Donc ensuite on est parti dans un deuxième magasin qui lui ressemblait fortement à ce qui pourrait être à La Réunion un magasin chinois, je dirais. Enfin c'était assez entassé de partout et il y avait vraiment de tout dans celui-là, mais l'ambiance était assez proche de celui de La Réunion, je trouve. Et du coup là-dedans on a acheté tout ce qui était viande et riz, enfin tout ce qu'on avait besoin, et le midi donc on avait fait à manger. Et j'aime bien rapidement. Faut pas mettre dans le truc, c'est ça. On a tous fait cuire à manger. Pour certains, ça a été la première fois. Pour d'autres, ça faisait longtemps. Dans la cuisine, c'était un peu moi et Tatiana qui dirigeait le groupe, surtout Tatiana en fait. Parce que Tatiana elle était là et disait toi tu fais ça, c'était un peu la maman là-bas.
Il faut faire ci comme ça, faut faire ci comme ça. On était comme dans un camp militaire. Toi, tu fais rien, tu vas dehors. Et voilà. Camille a fini pour pochette. Le verre. Bon, on a essayé de faire un carré poulet. On a essayé, je dis bien. On a mangé notre poulet, comme d'habitude, comme à la Réunion, avec du riz. Mais le problème, c'était les haricots. Ça avait un goût sucré. Du grain à la sauce barbecue, hein. Et je vous dis pas si c'était bon ou pas, parce que pour moi, vachement, c'était pas bon. Il y a Baptiste qui avait aimé, mais juste après, il a eu mal au ventre. Je trouve que c'était pas autant bon que ceux que font nos grands-parents, je dirais. Mais après, bon, là où on était, vu le contexte, c'était déjà mieux créé, hein, je veux dire. Ensuite, le matin a été consacré principalement à l'écriture du premier article. Alors durant ce voyage, les élèves avaient une mission bien précise. On leur avait donné le rôle de reporter et ils devaient rédiger un article tous les jours. Est-ce que, par exemple, on n'a pas un nom particulier pour... Le sandwich. En français. Pour Big Island. Big Island. Ça, c'est le chapeau en touche pis. Après, on développe. On n'avait pas les méthodes, on n'avait pas la bonne manière de fonctionner. On était à 4-5 penchés sur l'article, impossible. Et pendant 2-3 heures, on n'y arrivait pas. Il fallait captiver les lecteurs et du coup il fallait faire des phrases d'accroche, des phrases courtes, pas trop longues. C'était très très compliqué. Donc là, vous racontez vraiment le voyage, mais là, comment vous l'avez vécu. Tout au long du voyage, on a été accompagné par Gaëlle, donc c'était une journaliste. 3 avions, 3 petits points. Pour moi, c'était assez facile d'écrire, mais j'ai quand même été beaucoup aidé par la journaliste. Et j'ai quand même demandé aux autres de m'aider lorsque j'oubliais des détails. Ensuite, on a trouvé la première phrase et on a tout déroulé derrière. Et là, ils nous ont véritablement impressionnés parce que tous les jours, on a eu l'article. À 22h, à 23h, à minuit, qu'importe l'heure, ils rendaient leur article. Quand on a écrit le premier article, quand j'ai vu la durée que ça prenait, le temps que ça nous avait pris d'écrire 10 lignes, j'ai pensé que c'était vraiment impossible qu'on donne un article par soir. Pour moi, c'était juste impossible. On n'avait pas 3 heures. On n'avait pas 3 heures tous les jours. Donc, je comprenais pas comment on allait faire. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a trouvé des techniques, on a trouvé des horaires, on a trouvé une routine. Oui, tous les jours, les collégiens disparaissaient à la même heure. On les voyait plus et ils étaient tous dans la même pièce. Donc, à la place de prendre 3 heures, on prenait une demi-heure, 20 minutes par soir. Et on sortait quelque chose de bien. Ça reste pour eux d'ailleurs un excellent souvenir parce que ces articles-là, on les envoyait aux médias locaux, on les envoyait au quotidien, ils étaient relayés aussi par le quotidien des jeunes, on les envoyait à Clic à nous, on les envoyait à Antenne Réunion. Donc ça motivait les élèves, ils savaient que quelque part une partie de la Réunion les suivait, pas seulement leur famille mais aussi les médias réunionnais. J'étais quand même content puisque c'était mes articles que les gens lisaient et j'étais quand même... assez fier de mon travail. On a rencontré un gars, Dwayne. Il fêtait son anniversaire dans une maison juste à côté du domaine à Paala où on logeait. Et comme il n'y a pas de clôture entre les jardins, c'était très facile de se rendre chez les voisins. Et les propriétaires de la maison où on logeait connaissaient très bien un de leurs jeunes voisins qui travaillait dans une association environnementale et qui est un ami de ce fameux Dwayne. Et Dwayne est venu fêter son anniversaire chez le voisin et ce jeune voisin est venu nous chercher parce qu'on l'avait déjà rencontré juste avant. La première fois que je l'avais vu, je croyais que c'était un vendeur de légumes et il est venu dans le salon, il a dit en anglais puisqu'il parle anglais que c'était l'anniversaire de son ami. Et moi j'avais compris que c'était son anniversaire, du coup je l'ai souhaité joyeux anniversaire. Mais non. Et du coup on est sorti et il nous a dit de faire silence et qu'on arrive de lui chanter joyeux anniversaire en français.
tell you guys, this guy right here, I love all you guys. That's from my heart. That's from my heart. Thank you for even wanting to sing for me. Ce gars-là, c'est un gars qui a été dans une équipe de football professionnelle américaine dans une des grandes villes de la côte américaine, hein, je ne me souviens plus, Los Angeles ou San Francisco, voilà, Los Angeles. San Francisco plutôt. On a appris que c'était l'un des descendants du roi Kamehameha Ier. Donc il nous a promis, quand vous revenez dans 6 jours, on vous aura préparé... Le imu, qui est le four traditionnel hawaïen où on fait cuire la viande en enterré, sous des pierres. On était aux anges, quoi. C'était nos premiers jours du voyage, et justement après la fameuse surprise de on n'est pas en dortoir, on est dans les vraies chambres de la magnifique demeure, ça c'est la véritable deuxième bonne surprise totalement imprévue, c'est cette rencontre avec cet Américain haut en couleur qui nous propose toutes ces activités. On a dû recourir aux 2 hébergements, Paala, la maison de maître d'un côté et le camp militaire de l'autre, parce qu'à l'origine on avait prévu d'être uniquement dans le camp. Et puis l'éruption qui est arrivée en mai 2018 a obligé le parc national et le camp à vider les lieux, étant donné le danger. Et du coup, quand on a repris nos échanges en octobre 2018, quand le parc national des volcans d'Hawaï a réouvert au public, on a eu la désagréable surprise de s'apercevoir qu'on avait une partie du séjour seulement, je crois que c'était 7 ou 8 jours, accessible sur le camp, et du coup on se retrouvait, sur les 11 jours, il fallait trouver un autre hébergement. Et c'est là qu'on a appelé Julia, et c'est là qu'on s'est remis en partenariat avec elle, et qu'elle nous a fait cette superbe proposition de nous accueillir. Ce qui fait qu'on a été sur 2 endroits, mais ce qui nous a permis aussi d'être à la fois dans le parc national des volcans d'Hawaï, et aussi un petit peu sur la côte, aux alentours de l'aspect un peu sud sauvage, de la côte de l'île de Big Island à Hawaï. Moi j'ai pris mon short, mon t-shirt, mes savates, parce que moi j'étais à Hawaï. L'arrivée au KMC, déjà quand on était arrivé, je me rappelle, il y avait Lenny, il était en short. Il a plus voulu être en short. Et j'ai cru que j'allais mourir. Tout le monde était équipé avec des gants, des écharpes, des bonnets, des pulls. Et moi, j'étais là, en t-shirt, en short. J'avais les dents qui claquaient, le cœur qui palpitait avec le froid. Et là, je me suis dit, je regrette. Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté Monsieur Lucas Leclin et Monsieur Douce? Il faisait tellement froid là-bas, on a eu comme un choc thermique. On était resté devant la porte pendant environ 5 minutes, le temps qu'on avait nos cartes pour rentrer dans nos chambres. Du coup, on est resté dehors où il faisait vraiment froid et on n'avait pas vraiment de quoi se couvrir parce que tout était dans les grosses valises. Il existe donc dans l'enceinte du parc national des volcans d'Hawaï, il existe un camp militaire qui est un héritage de la pratique à l'époque de la conquête du territoire et de l'histoire militaire de Hawaï et de l'histoire de l'arrivée des gens à travers notamment des régiments. Il raconte aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un camp de prisonniers pour les Japonais qui vivaient sur l'île. Après l'attaque de Pearl Harbor, ils ont tous massé dans des camps pour les tenir à l'œil. Et aujourd'hui, ce camp, il accueille notamment des vétérans et des familles, des amis, des vétérans de l'armée américaine. On voit un grand drapeau américain en plein milieu d'une petite place. On rentre à l'intérieur, il y a l'accueil et il y a une salle à côté. Dans la salle à côté, un autre grand drapeau américain. Bref, il n'y a que des drapeaux américains partout. Et après, on a fait la rencontre d'un vétéran de l'armée américaine. On a déposé nos valises, puis on est parti visiter Hilo, la grande ville de Big Island.
C'est là aussi qu'on s'est rendu compte d'une des plus grandes différences entre la Réunion et Hawaï, la spiritualité, l'ancienneté des habitants d'Hawaï. Quand on a vu la grande statue de Kamehameha Ier, le premier roi d'Hawaï, avec des offrandes en dessous, il y avait la rue Kamehameha Ier, la route Kamehameha Ier, l'avenue Kamehameha Ier, il y avait partout Kamehameha Ier. Et il y en avait partout, et là on s'est dit, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré, une spiritualité. Qu'on peut voir dans les films Hawaii 5.0. Et aussi, nous sommes allés à un planétarium, une grande découverte pour moi. The greeting in these islands over here is ka'oha. Ka'oha. Ka'oha, talofa, aloha. It's all the same word. On a eu la chance d'avoir un guide qui était passionné par ce qu'il disait, qui nous a fait une présentation des origines d'Hawaï, du peuplement et tout. Il nous montrait des photos satellites d'Hawaï. Après, on lui a expliqué où était la Réunion, du coup il est parti dessus. On est parti même voir jusqu'à où étaient 3 bassins depuis Hawaï. On arrive au KMC, c'est des dortoirs avec des lits à étage. On est 6 par chambre et c'est des douches collectives. Donc c'est pas du tout la même chose. En plus, il y a des personnes inconnues qu'on connaît même pas qui sont là. Du coup, c'est pas la même ambiance. Donc on doit faire plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et tout, parce qu'on n'est pas tout seul et c'est l'armée quoi, donc on se dit il faut pas faire de conneries parce qu'il peut nous arriver des problèmes à tout moment. Quand on est arrivé à KMC, c'est là qu'on pouvait vraiment parler d'une vie de groupe, car les lycéens cette fois-ci étaient avec nous et pas dans un autre dortoir comme à Paala. Mais du coup là, les liens se sont créés. C'est là qu'on a commencé à se rapprocher avec eux et on était tout le temps avec eux en fait. Donc on allait les voir, on allait regarder des films avec eux le soir. Quand ils écrivaient des articles, on allait voir leurs articles. C'est vraiment à partir de ce moment-là où on s'est tous réunis et on s'est dit là, on est à Hawaï, on est en groupe et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et pas de notre côté. Il ne faut pas qu'on fasse chacun ce qu'on a à faire dans notre coin. Et c'est là où on s'est vraiment tous réunis, où on a pris conscience de où on était et de pourquoi on y était. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ce qu'on est en train de faire. Au KMC, on a rencontré des étudiants. Le deuxième soir, on avait rencontré des Américains. À un moment, on sortait de la douche, j'étais habillé, je rentrais vers ma chambre. J'ai commencé à danser. Florian était en train de danser dans notre chambre. Et là, justement, il y a une fille derrière. Elle était en train de danser. Du coup, moi, j'ai couru vite dans la chambre et j'ai dit ouais, il y a un problème, il y a quelqu'un qui danse derrière moi. Et après, on a vu une des Américaines qui était aussi en train de danser dehors. On a dit à Florian, on va danser avec elle dehors, machin, tout ça. Florian, qui est un pro en danse, qui avait dansé devant eux, ils avaient kiffé. Et c'est comme ça qu'on a, on va dire, un peu appris à se connaître. C'était la première fois qu'on parlait réellement à des Américains, qu'on discutait avec eux, qu'on leur posait des questions, qu'on dansait avec eux, qu'on échangeait nos musiques, les réseaux sociaux, pour tout ce genre de choses. C'était vraiment pas juste bonjour, comment vous allez, nous on vient de la Réunion. C'était vraiment plus que ça, c'était devenu des amis. Et depuis, on est restés très bons potes, on rigolait tout le temps et ça a été incroyable leur rencontre. Arrivé à l'accueil du parc, on nous a accueillis avec des colliers de fleurs. Je me suis dit, enfin, j'ai eu mon collier de fleurs. Moi, j'étais surpris d'avoir mon collier. J'attendais ça. Mais en cours de route, je l'ai perdu. Nous avons été chaleureusement accueillis avec un collier à fleurs, le typique collier, le lei,
qui était vraiment magnifique. C'était un collier travaillé, on voyait qu'il y avait du temps consacré spécialement pour nous là-dedans. C'était la première fois qu'on nous accueillait de la sorte à Hawaï et je pense qu'ils ne faisaient pas ça pour tout le monde là-bas, que c'était juste une exception pour nous. On faisait un peu la queue pour recevoir nos leis. Quand on regardait autour de nous, on voyait les autres touristes qui comprenaient pas. Parce que eux, ils n'avaient pas eu ça, ils n'avaient pas eu l'accueil, le collier de fleurs et tout. Et c'est là que vraiment je me suis rendu compte que certes on était des touristes, sauf qu'on était des touristes importants pour notre île et importants aussi pour leur île. On avait vraiment un rôle, c'est là que j'ai pris conscience du rôle d'ambassadeur qu'on avait. Price is high, so very good. We have lots in common, and the variety of folks that are here, we welcome you with our hearts. Ils étaient très contents d'accueillir des élèves qui aussi s'intéressaient à la biodiversité de leur île. Quand on nous annonçait qu'on allait arracher des herbes, on n'était pas vraiment très heureux. Mais vu qu'on avait une chance d'aller à Hawaï, on s'est dit c'est la moindre des choses à faire. Alors déjà, j'étais très fier de faire une mission comme ça, arracher des plantes envahissantes pour les plantes endémiques. Les associations sur Hawaï que nous avons rencontrées, ça a été des rencontres qui ont été préparées. Alors par exemple l'association BIISC qui est le Big Island Invasive Committee, Specie Committee, qui est une association qui travaille sur la lutte contre les espèces invasives, qui s'occupe d'espaces forestiers, qui s'occupe de certains fonciers. Ils ont des accords avec le county, l'État, et avec les propriétaires privés de ces terres. Ils ont été enchantés de recevoir des élèves qui en plus participent et aillent mouiller la chemise dans la forêt pour participer à des actions. Avant d'entrer dans la forêt, on nous a fait brosser nos pieds sur une brosse. De pchit. Avant d'entrer, il fallait te brosser les pieds pour enlever les graines. C'était pour préserver la forêt et pour ne pas apporter d'espèces encore plus envahissantes. Mais quand on est entré dans la forêt, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ils étaient en train de faire une prière, une chanson. Et on était tous en train de se regarder comme ça, en se disant mais c'est quoi ça? C'est bizarre, est-ce qu'elles vont bien? J'ai pu découvrir une nouvelle coutume qu'il fallait prier avant d'entrer dans la forêt. Moi, je m'y attendais un petit peu parce que je sais que à Hawaï, ils ont des liens spirituels et religieux un petit peu avec tout ce qui est la forêt et le volcan. Donc la prière, c'était un peu un moment important avant d'entrer dans la forêt. C'était beau quand même la prière, ce qu'ils faisaient et tout. Sauf que quand je tournais la tête, je voyais Youssouf, il répétait exactement la même chose qu'eux, sauf qu'il ne savait pas le faire. Et il faisait les gestes avec. Ona mea huna noeau, ona mele. Je voulais pas déshonorer justement la prière, du coup j'ai essayé moi aussi de faire la prière.
c'était pas ouf. Hein. Je le dis tout de suite, je sais même pas ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est très sacré pour eux, les esprits, d'avoir la permission avant de faire quelque chose. Du coup, c'est pour ça. Et au fil, on s'est habitué. On s'est vraiment rendu compte à quel point la religion comptait pour les Hawaïens. Ensuite, nous sommes dispersés dans la forêt par groupe de 3 où nous sommes passés par des sentiers. Moi, j'étais dans un groupe où celle qui nous supervisait, elle parlait un peu français. Parce que si vous mettez quelque chose comme ça, les choses ne peuvent pas intégrer aussi bien. Mais les choses intègrent très bien comme ça. On nous avait donné un petit livret avec le nom des plantes. Et il y a une plante qui s'appelle le mamaki qui ressemblait beaucoup au tabac bœuf. Et du coup, j'avais confondu les deux. Et du coup, j'ai arraché le mamaki. Et du coup, la dame elle m'a littéralement engueulée. Pas que moi d'ailleurs, mais je suis douce aussi. Vu qu'elle était quand même assez musclée. Il n'y avait aucun de le groupe qui était plus musclé qu'elle. Mais du coup, on était très impressionnés. Vraiment baraque. Il y avait même la veine. Hein. Alors je me suis dit, bon, je vais faire du jardinage. Comme ça, moi aussi, je vais être baraque. Cet après-midi était génial. On a pu aider une association à faire quelque chose, à déraciner des plantes envahissantes. Et lorsqu'on était en train d'arracher les plantes, on s'est tous sentis, on avait tous l'impression de faire quelque chose de bien pour l'île et pour l'île justement et la forêt. Donc on s'est sentis important et on a tous été contents de faire cette bonne action. Nous sommes allés faire une excursion au Mauna Loa. Et avant ça, on est parti sur un terrain de golf où il y avait des nénés. C'est une espèce qui est endémique d'Hawaï. C'est comme une oie ou un canard qui fait à peu près 75 cm de long. Quand on m'a dit que c'était des oies, je me suis dit je ne sors pas du bus. Parce que j'avais vraiment peur qu'ils m'attaquent ou quelque chose comme ça. Et ce que j'avais peur, c'est que ça me courait derrière. J'avais juste peur de ça, alors que c'était totalement inoffensif. Quand les gens s'approchaient des nénés, ils couraient. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est pas grave, je peux m'approcher. Sauf que quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il y en a un qui a commencé à avancer. Du coup, j'ai reculé et je suis partie. J'aime bien cet animal. Du coup, pendant tout le long après du voyage, j'ai saoulé tout le monde avec les nénés. C'est une espèce qui est aujourd'hui en danger et qui a été réintroduite à Hawaï à partir notamment de collections d'animaux qui existaient dans d'autres zoos, notamment en Angleterre. C'est une espèce qui est tellement emblématique qu'elle fait partie des symboles de Hawaï. Elle est représentée sur tous les murs, elle est représentée dans pas mal de publications et je crois même qu'il y a un petit symbole à un moment donné de la wildlife qui représente cette oie sauvage. Ensuite, on a continué notre route et on est parti voir une kipuka. En fait, une kipuka, c'est une petite forêt qui a été préservée, qui n'a pas été brûlée par la lave. Et c'est de là que repart toute la biodiversité une fois que la lave est refroidie. Donc elle joue un rôle important. L'itinéraire que vous allez pouvoir faire en quelques minutes, c'est une petite boucle qui va vous mener dans la forêt. Il y a des brosses, comme on a fait hier avec les gens qui sont venus faire l'arrachage dans la forêt. C'est juste pour brosser vos chaussures avant de rentrer dans le truc, pour éviter que vous ameniez des graines qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas le produit. Il n'y a pas le produit, mais il y a juste les brosses. Alors, je voulais attirer votre attention sur cet arbre aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acacia koa. Si ça vous rappelle rien ici, on se croirait à la plaine des Cafes, on se croirait chez nous. Et en fait, moi j'avais pris cette photo pour faire des comparaisons, parce que vraiment on a l'impression d'être chez nous, à La Réunion. Et cet arbre que vous voyez là, c'est l'acacia koa. Il est très très proche de ce qu'on appelle notre acacia petit tamarindéo, qui est planté dans les forêts que vous avez sans doute visité à La Réunion, qui s'appelle l'acacia heterophylla. On a ici un acacia qui est dans les hauts, c'est le tamarindéo. C'est le tamarin qui s'appelle l'acacia heterophylla à La Réunion. Et il existe un acacia qui s'appelle le koa à Hawaï, et ils sont très semblables. En fait, quand on regarde la feuille et la morphologie de l'acacia koa à Hawaï, il est légèrement plus grand, c'est un peu le XXL, le modèle XXL de ce qu'on a ici. Des études qui ont été faites par des universitaires et par des botanistes il y a quelques années ont montré que non seulement ces deux arbres sont génétiquement très proches,
mais c'est peut-être même des parents à un point qu'on n'imaginait pas. Et à l'origine, on pensait, alors il y a plusieurs théories, il y a 2 théories principales, on pensait que cet arbre il vient d'un ancêtre commun qui était en Australie et qui a essaimé uniquement sur ces 2 îles. Donc quand on regarde le globe, c'est vraiment d'un côté et de l'autre de la planète, et uniquement sur ces 2 îles, et que chacun s'est développé sur chacune des îles avec ses propres particularités, est devenu endémique de chacune des îles. Et puis il y a une deuxième théorie qui dit que ça serait, il y a des centaines de milliers d'années, un départ plutôt depuis Hawaï qui aurait essaimé sur la Réunion. Alors on imagine que ça fait le tour du globe et que cette espèce n'essaime qu'à la Réunion, depuis Hawaï. On a observé des forêts qui ressemblaient à peu près beaucoup à celles du Maido, avec les forêts brûlées, on montait. Hawaï, c'est l'île jumelle de la Réunion, c'est pas pour rien. On a continué l'ascension vers le Mauna Loa. Et là, il y avait une petite randonnée, on l'a fait. Et on a découvert une plante. La Silver Sword, je sais pas si je prononce bien. Qui est une plante immense normalement et qui fleurit qu'une fois dans sa vie, qui dure 90 ans. Et nous on y a cru, on s'est dit ouais, nous sommes des chanceux, c'est sûr on va la voir fleurir. Donc on s'est aventuré un peu dans la forêt, on s'est dit ah là-bas une Silver Sword, ah là-bas, mais en réalité c'était des petites, vraiment minuscules. On n'a pas eu la chance de voir la Silver Sword, mais malgré tout la journée est restée quand même vraiment bien, puisqu'on a pu observer pour une des premières fois les paysages variés d'Hawaï, qui passaient des plaines secs aux grandes montagnes. C'était vraiment incroyable à voir. Et après, quand on est fini, on est revenu dans le bus et on a attendu. Et là, on attend. Et on voit qu'il manque des lycéens, monsieur le quelqu'un, ils sont toujours pas là. Du coup, on attend. Avec monsieur Lucas Leclerc, on a trouvé un trou littéralement dans le sol. Et puis je me dis, mais bon sang, c'est une entrée de tunnel, et je commence à me pencher, à entrer à l'intérieur. Il n'a pas cherché à comprendre, il a retiré son sac et il a littéralement sauté dans le trou. J'allume mon smartphone, j'éclaire la première salle et je m'aperçois que les volumes sont énormes. Je ressors, j'appelle les élèves, je leur dis, écoutez, c'est un tunnel de lave, là, venez avec moi, on va l'explorer. Et ensuite, on l'a demandé si on pouvait venir, il nous a dit que oui, on pouvait le suivre, et on l'a suivi, on était 4. Il y avait moi, Quentin et Souraya avec lui, je crois. Et Jonathan aussi. Et on a continué d'avancer, on s'est éclairé avec la lumière de notre téléphone parce que c'était pas prévu du tout. Et on est parti en exploration dans un tunnel qui s'est avéré magnifique, avec une forme en trou de serrure, typique des formations en tunnel de lave. J'étais assez émerveillé parce qu'il y avait plein de mousse, de lichen qui poussaient un peu partout. Et puis même, c'était pas oppressant. Enfin, il y en a peut-être, ils ont pas forcément aimé. Mais moi, je trouve ça assez bien de ramper au sol et de chercher. On cherche vraiment rien et tout à la fois. À un moment donné, on a décidé de faire demi-tour parce qu'on était là-dedans depuis plus de 20 minutes. Le groupe ne savait absolument pas où on était passé, donc moi j'avais peur que le groupe s'inquiète. Et à un moment donné, forcément à contre-cœur, on a dit stop, on s'arrête, on était dans des galeries immenses. Il a fallu donner le signal du demi-tour. Et après, quand ils arrivent, ils nous disent qu'ils ont trouvé un petit tunnel de lave, ils s'y sont aventurés, et c'est pour ça qu'ils étaient en retard. Du coup, on s'est dit, ah ouais, quand même, ils sont partis. Ah, ils ont vu ça, nous on n'a pas vu, du coup il y a un petit peu de jalousie qui s'est créée, mais au final, bon, c'est pas grave, hein. On était contents pour eux et voilà. Pour la longue randonnée autour de la caldeira du Kilauea, on n'était pas prêts. On nous a dit la marche va pas durer longtemps, on aura terminé vers midi, on sera rentré pour manger au plus tard vers 1h, 1h30. Je crois que c'est la plus longue marche du voyage. On nous avait dit, je crois que c'était court, c'était vite fait, je crois, un truc comme ça. On marche, 1 heure. Donc on se dit bon, c'est bientôt fini, les profs ils nous ont pas menti quand même,
faut pas dire ça, mais on voit pas le volcan. Il est où le volcan? Normalement, on devait passer par les sentiers pour avoir une vue tout le long et pouvoir voir toute la flore hawaïenne. Mais à cause des éruptions qui avaient lieu avant ça, on n'a pas pu passer par les sentiers parce que tout était fermé. Du coup, on a fait tout le trajet par la route. Et là on marche, on découvre et après on est reparti dans un sentier où on apprend que c'était bloqué au final. On a marché durant des heures et des heures sous la pluie, le vent, c'était très long. Quand on arrive près du Kilauea, déception, il y a du brouillard. On voit presque rien, donc on vient de faire 6 heures de marche pour rien. Il faisait pas beau, donc même si on tournait autour de la caldeira pour voir les différents points de vue, tout ça, on voyait pas grand chose à cause du brouillard. Et on commence à prendre des photos, à se détourner du Kilauea, quand d'un coup, on voit que ça commence à se dégager. Alors là, on court tous très vite au point de vue, on regarde, et là, on a eu une chance incroyable, une séance d'une dizaine de minutes peut-être, sans aucun nuage, avec juste le cratère dans toute sa splendeur, entièrement ouvert, entièrement dégagé, vraiment très très beau. On avait changé de point de vue par rapport à ce qu'on voyait au Volcano House. Du coup, on voyait le Volcano House de l'opposé à là où on était. Du coup, on voyait les choses autrement de là où on était. C'est une aventure. Mais c'est une belle aventure du coup, parce qu'on a eu des belles photos pour faire de beaux articles, je pense. Voilà, c'était trop beau. L'exploration de Comana Cave, au départ du voyage, c'était pas prévu. On devait visiter un tunnel beaucoup plus petit, beaucoup plus classique, qui était tout près du cratère principal du Kilauea. Et ce tunnel-là, à cause de l'éruption de 6 mois, de mai à octobre, il était fermé au public. Il y a eu des fissures, etc. Et donc on a dû trouver autre chose. Moi je voulais absolument faire découvrir le monde des tunnels de lave aux élèves parce que je suis moi-même spéléologue. C'est un univers qui me fascine et c'est un univers qui est partie intégrante du monde de la volcanologie. À La Réunion, qui est bourré de tunnels de lave, et à Hawaï, c'est la Mecque des tunnels de lave, c'est là qu'on trouve les plus grands du monde. Et j'ai fait des recherches sur internet, et je suis tombé sur ce tunnel géant qui avait une particularité, c'est qu'il était en accès libre, ouvert au public, avec une entrée aménagée, on y descendait par un escalier. On trouvait des centaines d'avis sur TripAdvisor, donc je me suis bien renseigné sur la sécurité, sur la faisabilité de ce tunnel, sachant qu'on n'avait pas de matériel. Je leur avais juste demandé d'emmener des frontales. Donc il fallait trouver un tunnel où il n'y ait pas de risque. Et celui-là était parfait. C'était des volumes absolument gigantesques, c'est un tunnel parfois de plus de 10 mètres de diamètre, 40 km de long. Et voilà, c'était la solution de rechange idéale et même beaucoup mieux que le tunnel qu'on aurait dû faire parce que le tunnel qui était prévu, c'était un tunnel aménagé à l'américaine avec des rampes d'accès pour les touristes, avec des éclairages partout. Donc c'était un tunnel qui était plus vraiment en mode sauvage, on va dire. Pendant que tout le monde était excité à l'idée d'entrer dans un tunnel, moi c'était pas trop ça, parce que moi je suis claustrophobe. Et pour ceux qui sont claustrophobes comme moi, c'était l'une des pires sorties qu'on a pu faire. Ça a commencé à devenir étroit et je commençais à un peu angoisser. Et il y avait qui était trop grand, du coup moi et Baptiste. Ensuite, ils ont décidé de faire 2 groupes, ceux qui voulaient rentrer et ceux qui voulaient continuer. Du coup, on a dit on fait demi-tour et au final, on est sorti. Et il y avait des volontaires qui voulaient aller, mais moi j'en faisais partie. J'étais curieux. Vu que je suis là, autant continuer.
l'intérieur c'était plutôt humide, mais il faisait plutôt chaud aussi, mais j'ai quand même continué et il y avait certains obstacles, il fallait grimper. On était souvent à quatre pattes, pliés en deux, on était obligé de marcher en étant accroupi, tout ça, on s'est même retrouvé à ramper des fois. On a vu aussi la manière dont la lave avait coulé, c'était en forme de goutte et tout. On a vu les dégradés de lave qui commençaient avec des points rocailleux jusqu'aux points lisses. Le basalte était très lisse par endroits. Doux, pas doux, mais satisfaisant au toucher. Et puis au retour, dans le tunnel en amont, c'était beaucoup plus spacieux, beaucoup plus grand, c'était beaucoup plus beau. Dommage pour ceux qui ne sont pas venus. Il y a une petite déception parce qu'on devait aller à Hilo et on nous a dit non, on peut pas car il y a la conférence le soir. Et on était déjà en retard, du coup on était obligé de rentrer et de préparer la conférence. Lorsqu'on est arrivé au KMC, on a commencé à préparer un peu la conférence avec Yannick, tout ça. Je savais qu'il y avait dans le Visitor Center du Parc National d'Hawaï une sorte de salle de cinéma qui permet d'accueillir à la fois des chanteurs, des spectacles, des présentations. C'est le parc After Dark, voilà. Et c'est à partir de 19h, des moments où ils invitent les gens qui sont soit dans le parc national au camp militaire ou soit dans les bungalows autour, par des informations. Les gens se regroupent dans la salle et là ils assistent à des présentations. Il était très important que les élèves puissent présenter leur travail qu'ils avaient fait pendant des années avant sur la biodiversité de leur île. La préparation était assez facile parce que vu que Yannick avait déjà un peu tout préparé, ben nous il nous restait plus qu'à rédiger ce qu'on allait dire. Nous entre lycéens on s'était dit que chacun faisait une phrase. Rachel avait fait un texte, je crois. On avait fait un texte et chacun disait une phrase dedans. Et on s'entraînait tous pour savoir bien la prononciation de tel et tel mot. Est-ce qu'on pouvait rajouter des petits trucs dedans pour que ça fasse plus naturel? We all need a field trip, so I will let you take it. Okay, thank you. Parler anglais et se faire comprendre par les autres dans la salle, ça nous faisait un petit peu peur. In middle school, 8th grade, in Reunion Island, and we come from the town of Trois-Bassins. We study the biodiversity of Reunion Island and we work with the National Park of Reunion Island. They don't hear anything. Ils comprennent rien si tu mets pas ton micro. Recommence avec le micro. We come here to show our population how much it's important to protect our nature. We hope that what we are doing now will be a great help for our island and that will change the population mentality. Thank you. All right. Et on a vu la salle réagir, on les a vus être très contents, ils comprenaient, ils réagissaient, ils montraient qu'ils avaient compris, même si l'accent n'était pas toujours au top. Mais voilà, et il y a eu des échanges, il y a eu des questions. Voilà, c'est un moment aussi où ça a été sympathique à voir. Super moment d'échange. Les Américains qui avaient sûrement jamais entendu parler de La Réunion, et ben, cette fois on a pu leur parler de notre île et leur montrer qu'elle ressemblait fortement à la leur. Et en dehors de nous, public et spectateurs, il y avait d'autres gens, des Américains qui étaient réellement venus, qui étaient, il me semble, j'avais compté, ils étaient 15. Il y avait très peu de public dans la conférence, mais personnellement, je pense que ça a été vraiment aussi l'un des plus beaux succès. Parce que ces pauvres élèves, on leur a jamais laissé un moment tranquille pour le préparer. Et malgré tout, entre les différentes sorties, les randonnées, les préparations d'articles, etc., ils ont réussi à se caler des petits moments pour préparer leur speech, se le mettre sur des feuilles de papier ou sur des téléphones, arriver à le lire. On les a mis dans les pires conditions pour faire ça. See the damage caused by aliens
species that are sometimes the same as Réunion Island. For example, the longboat. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent, quoi. Déjà, parler devant d'autres élèves, c'est pas facile. Parler devant des parents, des adultes, c'est encore plus dur. Et en plus, parler en anglais devant des Anglais, devant des Américains, c'est vraiment terrible ce qu'on leur a imposé. Ils ont un mérite énorme. Ils ont tout mon respect parce que c'est pas simple du tout. Donc le 8e jour, on était parti, on était retourné au Volcano House pour faire nos petits emplettes pour nos souvenirs. Mais avant ça, on a eu droit à une prière pour le volcan de la part d'un ranger d'origine hawaïenne. La prière était surtout pour le volcan et la déesse du volcan justement Pélé. Elle a aussi servi à réunir entre guillemets nos deux îles. On était tous très attentifs à la prière que ce Rangers nous avait donnée. Il était concentré sur ce qu'il faisait, c'était vrai pour lui en fait. Et du coup, on était comme lui, on faisait ce qu'il nous avait demandé, de rester tranquille, de ne pas parler, de l'écouter. Il a unifié les deux volcans, ici et là-bas. Ensuite, on s'est séparés en deux groupes. Puis, il y en avait un qui était rentré dans un espèce de sous-sol. On est descendu dans la caldeira du volcan. C'était aussi une longue marche, mais pas très fatigante. Elle était assez agréable puisqu'on a pu marcher en forêt. This is Omori Thermometer. En fait, c'était tout un laboratoire de sismologues. Et il y avait une personne qui jouait le personnage du sismologue. Il était déguisé en Dr Jaggard, le tout premier sismographe qui a inventé la sismographie. On avait vu ses tout premiers instruments et il nous a montré comment ça fonctionnait. On ne pouvait pas se balader, on était condamnés entre la forêt et un bout de ficelle. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que les États-Unis sont très attachés sur la conscience. C'est-à-dire qu'un pauvre bout de ficelle avec écrit « défense d'aller plus loin », ça fait vraiment son effet. Personne ne va plus loin, on ne voit pas une trace de pas, ne serait-ce qu'un mètre plus loin. Quand on est arrivé devant le cratère, les fruits, il fallait d'abord en jeter un dans le cratère pour qu'on puisse en manger un. Sinon, en fait, c'était comme une offrande à Pelé. Et parce que si on lui offrait pas ça, on aurait du malheur jusqu'à la fin de notre vie. Et du coup, même si je suis pas très superstitieuse, j'ai quand même jeté une avant de manger par peur, entre guillemets, d'avoir du malheur tout au long de ma vie. J'ai pas fait ça. T'as pas jeté.
Ensuite, on a dû remonter pour retourner à Paala. C'était le fameux retour. On a dû dire au revoir au KMC. On a dû négocier un bus car ils voulaient nous faire partir très tard. Mais quand ils ont su qu'on devait participer à un IMU, ils ont tout de suite accepté de nous donner un bus. Je vois un immense trou dans le jardin avec des feuilles partout, des grillages et de la viande. Les mousses, c'est genre ils avaient tué un cochon, je crois, et ils l'ont enterré sous terre et fait cuire pendant plusieurs heures, toute la nuit. Mais en fait, ils ont pris des rochers, ils ont chauffé ces rochers et l'ont mis sous la terre pour que ça dégage de la chaleur pour cuire la viande. On les regardait faire, enlever toutes les couches, enlever la terre, enlever la bâche, les tissus, les feuilles de bananier. Ensuite, on a vu la nourriture emballée aussi dans des feuilles de bananier, tout ça. Ensuite, je me souviens qu'on a demandé à Jérôme de chasser les mouches. J'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il me demande de faire ça. Et du coup, c'est lui qui a été le premier à goûter la nourriture. Mais expert en bouffe que je suis, c'était trop bon. Pour moi, vraiment, c'était vraiment bon. Il n'y avait rien à dire, c'était un très très beau repas. C'était vraiment le niveau max. On a même eu droit à des gâteaux où il s'était écrit Île de la Réunion dessus. Cause I don't ever wanna be alone. Take me away from the storm. Make me safe from harm. Say down, be there. Say down, be there. Money man, he come and take away the land. And then he feel, and he put on top the sand. And when he feel, it's only his immediate fam. I just don't understand and know. Hawaii man, he put a root from the ground. Il était prévu de longue date, dès la préparation du voyage, d'emmener les élèves au Mauna Kea, qui est le deuxième plus grand observatoire du monde. Qui s'appelle le CFHT, c'est le CFHT Observatory, qui est en fait le canadien France-Hawaii Telescope. On a eu un gros problème de réglementation, c'est-à-dire que juste avant de partir, on a appris la mauvaise nouvelle que la réglementation américaine avait changé et qu'on ne pouvait plus emmener à plus de 4000 mètres d'altitude dans cet observatoire des élèves de moins de 16 ans. Ce qui fait que ça excluait tout le groupe de collégiens. Alors là, j'avoue que ça a été un coup dur parce que voilà, pour moi, ça faisait partie des choses incontournables comme les tunnels de lave qu'on devait faire avec eux. Et c'était vraiment une mauvaise nouvelle d'apprendre qu'on allait devoir séparer le groupe en deux. Ça a été très compliqué parce qu'on est à 4200 mètres. Il y a des neiges de temps en temps à certaines périodes de l'année. C'est une île tropicale, mais il y a de la neige. C'est une altitude à laquelle on vous oblige à vous arrêter à 2800 mètres à peu près pour vous acclimater. Et ensuite, on monte à 4200 mètres. Il y a des conditions de sécurité très drastiques. C'est très encadré. Il peut y avoir des malaises dus au manque d'oxygène. Et donc, il y a un âge limite en dessous duquel ils mettent des conditions très strictes de présence de parents, d'autorisation, etc. Jusqu'à la veille, j'ai bien dit la veille de la montée à l'observatoire, j'étais encore en train d'organiser ça. Alors pourquoi c'était compliqué? Pour un tas de raisons. Les 4200 mètres d'altitude, il fallait des autorisations spéciales parce que c'est une montagne sacrée.
Il fallait avoir des compagnies de transporteurs qui étaient agréées pour monter sur une montagne sacrée. Il fallait avoir des autorisations spéciales de l'université d'Hawaï. Donc c'était extrêmement complexe. On nous a changé 3 fois la date de visite. Donc jusqu'à la veille, j'étais sur mon ordinateur à échanger des mails et compagnie avec les gens de l'observatoire pour essayer de caler tout ça. En plus, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir changer de compagnie de transport au dernier moment parce qu'on nous avait fait des devis qui étaient quand même extrêmement élevés. J'avais trouvé une compagnie de transport moins chère, sauf qu'elle n'était pas agréée avec les fameuses autorisations pour monter sur une montagne sacrée. Donc on m'a dit que c'était pas possible, que ça se faisait pas, qu'il fallait pas changer au dernier moment de compagnie de transport. Donc je me suis fait un peu taper sur les doigts, donc j'ai repris la première compagnie de transport qui elle avait les agréments. Voilà, donc vraiment extrêmement compliqué à organiser. Au début de la journée, il y a Dwayne et sa femme Melissa ainsi que d'autres personnes qui sont venues nous chercher en voiture ou en pick-up. Dans leur gros 4x4 américain. Pour nous emmener sur cette plage. Qui appartenait à l'héritier du roi. C'était sa plage à lui, carrément. Et quand on est arrivé, il y avait une classe d'élèves hawaïens qui nous attendait là-bas. Il y avait une matière, en quelque sorte, qui était la méditation et la protection d'un lieu spécifique, c'est-à-dire la plage. On a commencé par faire une prière pour la plage, car c'est un rituel chez eux. Nous avons fait un grand cercle dans lequel tout le monde s'est présenté en disant Aloha et en donné notre prénom. Et chacun fait ça à son tour, en commençant par l'association hawaïenne et en venant sur nous. Ah oui, du coup j'ai donné mon nom, ils n'arrivent pas à le prononcer, donc c'est pas ouf. On a commencé à traverser un sentier où il y avait des plaques qui étaient un peu découvertes, ça faisait pas trop joli dans le paysage. Du coup on est parti chercher des gros rochers, on a empilé sur la base pour que ça se fonde un peu dans le décor. On ramassait des petits rochers pour décorer les pancartes, on va dire. Et puis quand on est arrivé enfin sur la plage, il y avait plein de bois flottés partout et il fallait qu'on les ramasse pour qu'ensuite eux ils aillent faire du compost avec ça. Pour l'observatoire, moi c'était ma partie préférée. J'ai adoré ce moment-là. Au début on nous avait bien briefé sur quand on arrive là-bas il faut commencer à mettre ses pulls au fur et à mesure qu'on monte. Et qu'arriver là-bas à 2000 il me semble qu'on devait boire, manger pour bien s'habituer à l'atmosphère parce qu'il commençait à plus trop avoir d'air à partir de là. Ensuite on a visité tout ce qui était la salle de commande où là on a vu qu'il y avait beaucoup d'écrans avec beaucoup d'informations que je comprenais pas du tout. Et on a vu que la femme qui contrôlait le télescope en soi, il me semble qu'elle n'était pas ici, qu'elle était beaucoup plus bas et qu'on la voyait à travers une caméra. Ils ont ouvert l'observatoire pour nous, on a vu le télescope bouger et tout. La prof de la classe 6e nous a dit pendant 15 minutes nous allons rester isolés dans pour une méditation. Ça les aidait à les concentrer pour qu'ils écrivent un poème ou une chanson, je ne me rappelle plus. Et donc on était restés isolés chacun dans son coin. Et nous avons pensé sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on est venu faire à Hawaï. Donc j'ai commencé à tomber en dépression. Magnifique. Tellement beau. Je vais rester là toute ma vie. Un petit peu feuillage. On va un petit ordinateur là.
Et donc, on rentre dans la coupole, c'était super, on voit, et puis elle commence à dire, allez, on active maintenant, on ouvre la coupole. Hop, le volet s'ouvre et tout. Moi, j'étais super content, quoi, c'était génial. Et puis, elle commence à actionner le télescope et tout, c'était vraiment génial. Puis tout d'un coup, il y a un élève qui vient me taper sur l'épaule comme ça, il me dit, monsieur, il y a un problème. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est bien là, il n'y a pas de problème. Quand la coupole s'est ouverte, je me suis sentie un peu bizarre, j'avais mal à la tête. Oui, venez voir, c'est Soraya, elle se sent pas bien. Là, je tourne la tête. Je vois mon élève qui était porté par la dame qui nous avait accompagnés et elle tenait pas droit, elle avait du mal à se tenir debout, etc. Elle était pas bien. La dame, elle vient me voir, droit dans les yeux, quoi. Elle me dit votre élève, elle se sent pas bien. Vous parlez anglais? Alors je dis ouais. Elle me dit on redescend et c'est tout de suite. Après, il fallait que je redescendais parce que j'allais tomber dans un trou noir, je crois. Et donc on a attendu tous les deux à 2800 mètres et heureusement elle commence à se sentir mieux, etc. petit à petit à revenir. J'ai eu un petit peu peur quand même sur le coup pour elle, mais non, ça s'est bien passé. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé rester plus longtemps, les autres, les élèves en ont vu plus que moi, mais bon, ils ont vu le coucher de soleil, etc. Mais j'ai quand même pu monter, pu rentrer dans la coupole et c'était quand même un moment vraiment magique. Je suis désolée, monsieur Libo. Mais après, j'ai quand même vu une autre vision. Même si c'était pas en haut, j'ai quand même vu le ciel avec les couleurs. Donc, c'était quand même beau à voir, même si j'étais pas à l'observatoire en haut. Et c'était pour ma part ma journée préférée parce qu'on a pu rencontrer des Hawaïens qui avaient à peu près notre âge. On en a interviewé un également. And there used to be the water in the lake over there. It used to overflow and it used to wash out all the sand. On a interviewé Dwayne aussi. What we try to achieve here is pick up all the rubbish that comes from the ocean, from the people, from nature. Yeah. We try to pick it up and we try to, let's say, form a beautiful environment. Et on a pu parler avec ces Hawaïens, leur demander si eux aussi sont autant attachés, même du plus jeune âge, à cette religion envers les volcans, et pas seulement les volcans, l'océan, les forêts, etc. Toute l'île, en fait, tout l'archipel. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est l'investissement des élèves par rapport à ces actions de nettoyage, d'embellir leur île. Et surtout l'un des élèves, il s'appelait Alex et il était vraiment très investi et c'était juste incroyable parce que nous à La Réunion, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit et ça change de voir des personnes qui veulent vraiment prendre soin de leur île et changer. Chasing rainbows near or far, I'll color your world. Ooh. Someday I will find you, shooting star. You belong in my hand, in my hand. Would I be the same
see your eyes. We're aware, wherever you are, you're with me. Would I be C'était enfin le départ pour rentrer chez nous. On va dire qu'on était triste parce qu'on allait quand même quitter Hawaï. C'était émouvant. C'était comme quand on avait quitté nos proches à La Réunion. Il a fallu dire au revoir à tout, à Hawaï, à la maison, à cette magnifique chambre, ce lit très confortable. Le sentiment était un peu partagé entre retrouver les proches et dire au revoir à Hawaï. Le choix était compliqué, mais j'étais obligé de rentrer, malheureusement. J'aurais bien aimé rester là-bas, mais j'aurais été seul. On a quand même fait nos valises, toute bonne chose à une fin. Même si la famille me manquait beaucoup, moi, j'aurais aimé rester un peu plus là-bas parce que l'ambiance de là-bas me manquait. C'était vraiment une grande maison avec que tes camarades dedans. Le jour du départ, tout ça, j'ai repensé à tout ça et ça allait vraiment me manquer. Je me suis dit que comment je vais faire sans eux. On a fait le tour de l'île du sens inverse, on est passé par l'est. Les paysages ressemblaient beaucoup à ceux de la Réunion. Je comprends pourquoi on les appelle les îles Sœurs. Et après, quand on est arrivé à l'aéroport, on se dit ah, c'est fini. Et là, ça a été les grands adieux. J'ai observé pour une dernière fois Hawaï. On avait envie à la fois de rester pour continuer à découvrir l'île parce que c'était vraiment magnifique, c'était un beau voyage. Mais on était content aussi de rentrer à La Réunion pour retrouver nos familles qui nous avaient manqué durant le voyage. Quand nous avons enregistré les bagages, c'était encore plus dur. Quand nous sommes passés la douane, encore plus dur. Après, quand on est arrivé dans l'aéroport, l'autre côté, où on ne voyait plus du tout l'aspect d'Hawaï, je me disais que c'était terminé. Voilà. Mais après, on nous avait dit qu'on allait avoir une surprise. Mais comme on n'a pas eu de surprise à Hawaï, tout le monde savait que la surprise allait être certainement à San Francisco. L'idée de faire la surprise à San Francisco est venue quand on s'est aperçu qu'on avait un grand temps d'attente d'environ 9 à 10 heures à l'aéroport de San Francisco. Et on s'est dit, et pourquoi pas? Et si on tentait le coup? Donc on a commencé à faire des recherches sur la faisabilité de sortir de l'aéroport de San Francisco pour leur faire traverser une ville mythique des États-Unis. Et c'était une des inconnues du voyage. C'est pour ça qu'on leur a jamais rien dit à propos de cette surprise. C'était vraiment un challenge, un défi. Depuis le début du voyage, on savait qu'il y avait une surprise. Mais on nous disait toujours, c'est pas sûr qu'elle va pouvoir se faire, c'est compliqué, il faut l'organiser. Et à chaque fois, on demandait, c'est quand alors? Et ils nous répondaient, les profs nous répondaient, quand on vous dira surprise, ce sera la surprise. Yes. On savait pas si on aurait assez d'argent pour le faire, on savait pas si on aurait le temps de sortir, si ça serait facile de sortir de l'aéroport au niveau des formalités administratives, au niveau des transports. Et donc, on a finalisé cette surprise de San Francisco seulement une fois sur place à Hawaï. Et ils nous disent, il faut qu'on change de terminal d'aéroport, on va prendre le métro. Et on avait déjà fait ça, donc pour nous, ça semblait totalement normal. Nous, on a maintenu les collégiens dans une mystification totale. On croyait que c'était pour changer de terminal, mais finalement, on arrive, on sort. Quand on a monté les escalators, j'ai vu les immeubles, il y a tout de suite eu un sourire qui s'est inscrit sur mon visage. Ils pensaient arriver dans un autre aéroport, ils sont sortis au cœur du quartier des affaires de San Francisco, au lever du soleil, et moi j'étais accoudé
en haut des escaliers, en train de leur dire surprise. Du coup on était tous là, waouh, San Francisco. On voyait les gars qui sautaient partout, qui étaient on est à San Francisco. Et du coup j'avais filmé. San Francisco, regarde ça. On est où là? On est à San Francisco. Et ça c'est un moment fabuleux du voyage. Abandon the ship, abandon the lifeboat. Leave your life jacket, jump out, just let go. Don't listen to fear, don't let it contain you. Wanna live, cut the cord on your parachute. You will fly while it's kerosene. You will sparks all over me. And all I want is to burn. All I want is to burn. And there's bad decisions, giving in to feelings. There's some fear I can hear when you're breathing. Give me your love now, send me the danger. I don't care if I burn, pull the trigger. You will find kerosene. You will sparks all over me. And all I want is to burn. All I want is to burn. All I want is to burn in your fire, in your arms. I'm the key, will take me higher. Spark a fire starter. All I want is Le voyage y était magnifique. On en garde tous de magnifiques souvenirs, des expériences formidables et avec la surprise en plus qui a été la cerise sur le gâteau. Et on a appris beaucoup de choses pendant le voyage, que ce soit sur l'île ou entre nous. On a appris un peu plus à se connaître et tout ça. Je pense que ce voyage m'a permis de me découvrir moi-même et découvrir ce que je suis vraiment. Puisque avant ce voyage, j'étais un peu, comme qui dirait, coincé. Je n'osais pas faire ci, je n'osais pas faire ça. J'ai surtout appris qu'il y avait des volcans plus impressionnants que celui de La Réunion. Une culture totalement différente de la nôtre. C'est plus basé sur la confiance et puis le respect de la nature. Demander la permission aux esprits, beaucoup de prières avant d'entrer, comme dans les forêts, comme dans les volcans. Quand on dit qu'on a voyagé à Hawaï, c'est fascinant, c'est extraordinaire. On a pu découvrir le vivre ensemble, la vie de groupe. Et c'est seulement maintenant que je suis à La Réunion que je me rends compte de l'immense chance que j'ai eue et qu'on a tous eu d'être partis là-bas, d'avoir vécu toutes ces aventures. Et non seulement ça a été une belle aventure parce qu'on a découvert des choses, mais ça a aussi été une belle aventure humaine parce qu'on a pu créer de nouveaux liens entre collégiens et aussi avec les lycéens. Et c'est tous ces petits détails-là qui font de ce voyage, de cette aventure, l'une des plus belles aventures qu'on aurait pu vivre. Pour moi, quand les collégiens vont arriver au lycée, je pense que déjà ça va être facile pour eux parce qu'ils auront déjà des connaissances. Donc ils vont pas être perdus et abandonnés entre guillemets. Ils vont savoir que on est là et que s'ils ont personne ou s'ils veulent venir nous parler, on sera toujours là. Et que c'est un plus pour eux. Ils étaient aussi très fiers de voir que leurs articles, on les publiait aussi sur un blog, sur le fameux Padlet du voyage. Et jour après jour, colonne après colonne, les articles s'alignaient avec les photos en dessous. Et je dois dire que ce Padlet qui réunit tous les articles des élèves, c'est une des grandes fiertés du voyage. On écrivait les articles pour qu'ils soient suivis, pour que les gens aient une idée de ce qu'on vivait nous. Et c'était une grande partie de notre rôle d'ambassadeur aussi. Et ça restera pour eux, je pense, un excellent souvenir.
D'ailleurs, ce Padlet, ils peuvent le transformer en un journal de bord, en un journal de voyage qui leur fera de magnifiques souvenirs. Je pense que ça, c'est des jeunes très dynamiques. Il faut les encourager. Et en plus que ça, je pense que La Réunion a tout à gagner de voir les enfants prendre des initiatives eux-mêmes pour que demain, ils puissent améliorer leurs projets. Donc, je peux qu'encourager ces jeunes-là. Mais moi, je me dis, les Hawaïens, les Réunionnais vont venir.